L'Institut de recherche climat gendarmerie nationale. Je suis ici pour vous parler de mon parcours de carrière très rapidement. Je suis biologiste et généticien, j'ai été recruté en 2017 par le concours Roger Titre. Et à l'heure actuelle, je suis au niveau du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale, qui englobe le laboratoire de l'IRCGL, tout ce qui est partie constitutive et scientifique, ça va être l'objet de notre présentation, mais également aussi les services centrales de renseignement criminel, un petit peu entre guillemets le FBI à la française. Je n'en parle pas plus. On va attaquer tout de suite effectivement sur tout ce qui est partie police technique et scientifique, en 4 parties. Donc l'idée pour vous, en fait, c'est de vous découvrir un peu quel domaine intervient dans le domaine de la police technique et scientifique. Alors, est-ce que je suis chimiste, est-ce que c'est adapté pour moi? Est-ce que je suis biologiste, est-ce que c'est adapté pour moi? Je suis physicien, est-ce que c'est adapté pour moi? Je suis informaticien ou data scientist, est-ce que c'est adapté pour moi? Voilà, on va essayer de je vais vous donner un petit panel large des spécialités qu'il y a en police technique et scientifique. Pour cela, un petit peu avant, il va falloir comprendre qu'est-ce que la police technique et scientifique. Comme ça, dans votre tête, ça va être extrêmement clair. Est-ce que vous êtes madame? Je vous gêne pas. Donc ça va être l'objet du grand A. Les grands 2, les enjeux de la police technique et scientifique. Pourquoi est-ce qu'on en fait à quoi ça nous sert? Le grand 3, au sein de la gendarmerie, quels sont les métiers? Alors est-ce que si je suis nouveau bac, est-ce que je peux quand même intervenir en gendarmerie scientifique? Est-ce que si j'ai un bac plus simple, où est-ce que je peux aller? On va pouvoir effectivement se poser toutes ces petites questions dans le grand 3. Et puis enfin en 4, sur les perspectives, quels sont les enjeux futurs de la police technique et scientifique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la police technique et scientifique, bien souvent on pense que c'est américain avec les séries Les experts à Manhattan, les experts à Miami, les experts à Chicago, je ne sais pas pourquoi. On pense qu'effectivement c'est anglo-saxon. Eh bien, détrompez-vous, la spécialité d'origine vraiment française, puisque vous avez un monsieur qui s'appelle Édouard Lecard, que j'ai affiché en noir et blanc, qui dès 1920, il a émis le postulat, il a pu observer que toute personne qui passe sur une scène d'investigation, une scène de crime, dans une pièce, dans un endroit, il va laisser des traces. Il va non seulement laisser ses traces, il va faire tomber un cheveu, il va faire tomber un ongle, il va également porter des traces de son passage. Vous allez en Méditerranée, vous allez randonner, et bien, s'il y a des champs de lavande, vous allez emporter avec vous le pollen du lavande. Et donc ça, ce sont des traces qu'on laisse ou qu'on emporte. Et à partir de ce moment, ces traces, lorsqu'elles sont indicatrices, on va dire, d'une source, elles peuvent prendre action d'indices. Vous avez effectivement illustré tout en bas, vous avez des traces de pas. Sans contexte, ce sont des traces de pas. D'accord. Un petit peu avant, vous avez remarqué un véhicule qui s'est cartonné devant un arbre. Et vous avez ces traces de pas qui prennent la direction vers la forêt. Là, par contre, ça peut être susceptible d'indiquer qu'une personne ait pris la fuite. Vous voyez, on part déjà sur une notion d'indice. Et enfin, ces indices-là, lorsqu'on les transforme par des actes d'enquête cohérents, par des moyens techniques, police techniques et scientifiques, on peut les transformer en preuves lors du procès pénal. Là, le procès pénal va avoir un peu assez effectivement sur la slide suivante. On les aide un peu plus avant. Comment est-ce que la preuve scientifique peut intervenir dans le procès pénal? Quelques notions historiques. Vous avez vu dans le cas, mais il y a encore un autre Français après lui, M. Bertillon, lui vraiment fondateur de la police technique et scientifique, et lui c'est très simple. Qu'est-ce qu'il s'est dit? À l'époque, il n'avait pas de séquenceur, il n'avait pas de spectromasse, il n'avait pas tous les moyens qu'on avait aujourd'hui, donc qu'est-ce qu'il s'est dit? Il avait un problème. Il avait souvent les mêmes personnes qui faisaient des bêtises. Donc il s'est dit, eh ben, je vais prendre une personne, une fois qu'elle a arrêté, et puis je vais prendre ses relevés anthropométriques. Relevé anthropométrique, qu'est-ce que c'est? C'est la taille de la personne, la couleur de ses cheveux, de ses yeux, la longueur de son fémur, la longueur de son utérus. Il va enregistrer ça dans un fichier. Tous ceux qui voient, les caractères phénotypiques qu'il voit, c'est des numéros sur ça, il va les enregistrer. Au même titre que les tatouages, est-ce que la personne est porteur d'un tatouage? Une marque caractéristique, une boucle d'oreille, il va les enregistrer dans le fichier. Comme ça, si effectivement cette personne, une fois qu'elle a purgé sa peine et qu'elle recommence, ce qu'on appelle un récidiviste, va recommencer, elle sera déjà enregistrée, et puis va pouvoir se dire, si c'est la même personne, comparer les fichiers, se dire, bah ouais, c'est bien la même personne, puisqu'il retrouve la même couleur des yeux, les mêmes cheveux, la même longueur de cheveux, etc. Donc c'est ce qu'on appelle la méthode du bertillonnage, et donc voilà, par ordre anthropométrique, c'était vraiment les prémices de la police technique. Deuxième partie, cette fois-ci, fin du 19e siècle, 1890, les enquêteurs argentins. Je voulais vraiment illustrer sur l'image juste en dessous de M. Bertillon. Ils ont réussi à pouvoir identifier une personne avec l'empreinte digitale et l'empreinte palmaire. Donc voilà, déjà, on commence déjà à arriver sur les prémices un peu plus renforcées de la police technique et scientifique. Et là, les révolutions à la fin de l'année 1980, à la fin du XXe siècle, et là, cette fois, les anglo-saxons sont passés devant nous, parce que vous avez un célèbre monsieur qui s'appelle Alex Jeffrey, qui lui
a pu identifier pour la première fois un auteur d'infraction sexuelle à partir de spermatozoïdes. Et donc il a pu effectivement démontrer à la cour britannique que telle personne, c'était l'affaire Jack Randall, il me semble, que cette personne-là a été incriminée effectivement dans le viol d'une jeune fille à l'époque. Alors, quelques petites définitions pour vous avoir avancé l'historique. La police technique et scientifique, ce sont l'ensemble des activités du ministère de l'Intérieur, police, gendarmerie, qui n'ont qu'un seul but, c'est pouvoir identifier les auteurs d'infractions et de victimes aussi, également, on en parlera, par des moyens techniques et scientifiques. On va distinguer la partie police technique, où là, on va essayer de préserver les indices qu'on retrouve sur une scène d'investigation. On va essayer de rechercher les indices qui nous intéressent, les prélever, mais aussi savoir bien les conserver pour les exploiter en laboratoire. Et la partie scientifique, où là on va attaquer l'analyse en laboratoire et exploiter les indices. C'est ce que je vous ai illustré en image, juste avant. La partie, la police technique et scientifique, s'inscrit dans une discipline qui s'appelle les sciences forensiques. Donc, on va essayer de transformer des enquêtes, des questions simples. Qui a fait ça? Comment est-ce qu'ils sont passés par là? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Comment? Ces questions simples, en fait, notre rôle, c'est de les transformer en questions scientifiques. Vous voyez, par exemple, une trace de sang qu'on retrouve sur un peu de système d'investigation. Allez, un peu de et bien, cette trace de sang, on va essayer de le savoir. Est-ce que c'est du sang, déjà? Et à qui il est? J'ai fait un test d'anticorps qui peut me permettre de me dire qu'effectivement, cette trace peut m'orienter vers les traces de sang. J'ai déjà répondu. La nature de la trace est du sang. Après qui, on peut pouvoir identifier grâce à des méthodes de génétique, de biologie moléculaire, qui est cette personne. Donc vous voyez, par un exemple très simple, on transforme les questions des enquêteurs en questions scientifiques. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait à l'époque, c'était très simple de vous envoyer au bagne. Il suffisait de tomber sur un voisin qui ne vous aimait pas, qui faisait un faux témoignage contre vous, et puis vous pourriez avoir de gros soucis effectivement avec la justice de l'époque. Bon, enfin, après le Moyen-Âge, on a commencé à arrêter de se dire, peut-être on va éviter d'envoyer les gens n'importe comment au bagne. Et là, cette fois-ci, on s'est dit, il faut peut-être avoir des preuves un peu plus solides pour préserver la liberté individuelle de chacun. Et donc pour cela, il y a le concept de la preuve indicielle, c'est de se dire que par la science, on va exploiter les indices qu'on trouve sur une scène d'investigation, les transformer en preuves. On va les transformer en preuves, et au jour du procès pénal, on aura vraiment une preuve scientifique. Donc c'est dans ce cadre-là que la police technique et scientifique permet de fournir des éléments matériels de force probante. On comprend bien qu'effectivement avoir une preuve scientifique c'est un peu plus lourd, un peu plus consistant, un peu plus pertinent. Et dans la cassette, le témoignage, un aveu ou une accusation. Donc ça, c'était pour vous brosser un petit peu l'historique. Maintenant, ils ont eu la police technique et scientifique. Très concrètement, la première priorité, en fait, c'est de lutter contre la délinquance de masse. Alors, qu'est-ce que la délinquance de masse? C'est la délinquance vraiment qu'on rencontre tous les jours. Des petites incivilités, des tags qu'on retrouve sur les bâtiments publics, sur les institutions privées. Ça peut être également des cambriolages, tout simplement, des vols de voitures. Donc c'est vraiment tout ce qui va porter atteinte au bien. On va faire la distinction avec les atteintes aux personnes. Et donc pour cela, en fait, on va essayer, principalement grâce aux empreintes digitales et au profil effectivement, grâce au prélèvement de matières biologiques qu'on va trouver sur le centre d'investigation, et pouvoir essayer d'identifier les personnes qui seraient passées par là. Donc vous avez effectivement pour cela deux fichiers au niveau national qui sont sous contrôle de la CNIL, le FNAIG, le fichier national automatisé des empreintes génétiques, qui nous permet effectivement d'enregistrer au niveau national les empreintes génétiques des personnes qui seraient susceptibles, j'ai bien dit susceptibles, d'être impliquées dans une scène d'investigation, dans un cambriolage par exemple, ou un vol de voiture. Le même principe également pour les empreintes digitales. Vous arrivez sur une scène d'investigation, vous trouvez une grosse empreinte digitale au niveau de la fenêtre, celle-ci va être surprenue. Elle va être enregistrée. Et l'idée pour nous de ces deux fichiers, c'est de se dire, effectivement, si on a une empreinte digitale et que plus tard, on arrive à retrouver la personne qui a commis ce méfait, la personne qui a commis ce méfait est en garde à vue, on peut effectivement prélever ces empreintes digitales
et sa matière biologique au niveau buccal, et la confronter par rapport aux données, à la base de données qui était déjà enregistrée. Donc comme ça, on peut essayer de confondre des suspects. Mais également aussi des victimes. À titre indicatif, on a environ 6 millions de personnes qui sont enregistrées au FNAEL. Donc vous avez déjà 6 millions de personnes qui sont connues, qui sont suspectes ou condamnées pour des affaires délictuelles ou criminelles. Et le FAEL, il me semble qu'il y en a un peu plus. Je ne vous redirai pas le chiffre parce que ça ne me pas en tête. Mais gardez à l'esprit, vous avez déjà 6 millions de personnes, soit je dirais un dixième de la population française qui est déjà enregistrée au niveau de cette base. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement l'ensemble des deux bases quand je sont gardées effectivement par la CNIL. Et ce qu'il faut savoir, l'ensemble des données qui sont enregistrées ne permettent pas de découvrir des caractères phénotypiques. C'est-à-dire, par exemple pour votre ADN là, on ne pourra pas voir effectivement si vous avez porteur d'une maladie, si vous êtes une fille ou pas. Ce sont vraiment des caractères personnels les plus neutres possibles. Pour ceux effectivement qui ont la fibre génomique, on va estimer tout simplement l'ADN non codant. Voilà, comme ça vous le sachez. Et puis pour les empreintes digitales, c'est tout simplement une empreinte qu'on enregistre sur le fichier. Et donc ça, le principe en fait de ces deux fichiers, c'est de faciliter l'identification d'auteur d'infraction de la récidiviste. Alors, on oublie souvent qu'effectivement, la police technique et scientifique, c'est pour incriminer des gens, pour les accuser, mais c'est aussi pour pouvoir identifier des victimes. Plus particulièrement, notamment avec les accidents de transport ferroviaire, les crashs aériens, eh bien, il nous faut des moyens pour pouvoir identifier les victimes. Pourquoi? Tout simplement pour que les victimes et les familles puissent faire leur enquête. Au sens d'Interpol et d'Europol, il existe 3 moyens médicaux de pouvoir identifier une victime formellement. Parce qu'il ne s'agit pas de retrouver une pièce d'identité dans la poche d'une personne pour pouvoir l'identifier formellement. Il faut vraiment une preuve scientifique. Vous avez l'ADN, le profil génétique. Donc, admettons, c'est très simple, quand vous tombez sur une catastrophe aérienne, et ben, vous trouvez un morceau de bras, par exemple, vous allez faire un prélèvement musculaire. Et ce prélèvement musculaire, ben, vous allez essayer d'en tirer un profil génétique. Et ce profil génétique-là, vous pourrez le comparer à la base de FNAEG, on en a entendu juste un petit peu avant. Si la personne était connue avant pour des méfaits, on peut la comparer à sa famille, puisqu'effectivement, en termes de patrimoine génétique, vous savez, on reçoit 50% du papa, 50% de la maman. Donc, si effectivement on a le papa et la maman, ça peut être intéressant de pouvoir faire des rapprochements et les comparer. On peut aussi également faire des comparaisons avec les objets de référence. Vous avez effectivement une personne qui n'est pas identifiée, c'était le cas par exemple dans la Manche, malheureusement des migrants qui sont décédés. Et bien, certaines de nos unités sont parties sur le camp au niveau de Calais, ils ont essayé de récupérer, voir s'il y a des rasoirs, des brosses à cheveux. Et comme ça, on peut essayer de se dire, ben voilà, ce rasoir appartenait à machin tel, on retrouve le même profil génétique que la victime. Donc effectivement, il s'agit bien de monsieur Coutet. Alors dans les faits, c'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que dans le cas des migrants, dans des cas effectivement de fortune, les objets, on va dire de type rasoir et brosse, ne sont pas si intimes que ça. Ils sont partagés. Donc effectivement, la force probante d'avoir vraiment un profil génétique pur pour pouvoir identifier une personne est un peu plus compliqué. Le principe pour les empreintes digitales, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir les empreintes digitales de la personne décédée? C'est tout simple, on va prendre effectivement des éléments de corps, on va prendre effectivement la main, on va relever des empreintes, et là on va se dire, mais avec quoi je compare? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur votre passeport, le passeport est un titre sécurisé. Souvenez-vous, en préfecture ou en mairie, vous avez passé votre main sur un scanner. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, un scanner vert. Et donc là, effectivement, vous avez dans votre passeport, avec la liste des passagers, on peut essayer de retrouver un crash aérien, bien évidemment, on peut essayer de retrouver l'empreinte digitale de l'ensemble des passagers et les confronter à ce qu'on retrouve sur le terrain. Donc c'est comme ça, par comparaison, qu'on peut essayer d'identifier des éléments de corps à identifier. Troisième spécialité, cette fois-ci de médecine légale, je ne sais pas s'il y a des médecins dans la salle, c'est l'odontologie. Et là, ça peut être extrêmement important. Pourquoi? Parce que parfois, quand on retrouve des éléments de corps complètement éparpillés, complètement décalcinés, et là, parfois, il n'y a que effectivement la matière minérale, les dents, qui nous permettent effectivement d'identifier des personnes décédées. Donc là, on va se dire, ouais, mais comment je fais pour l'identifier? La plupart d'entre nous ont déjà passé des panoramiques dentaires. Et ben là, c'est tout ça. On va essayer de récupérer l'ensemble osseux qu'on a retrouvé sur le terrain. Et par le travail d'enquête, on va essayer de remonter directement au cabinet médical, au cabinet dentaire, qui a fait effectivement, qui a pratiqué
pratiquer la bonne règle. Et par comparaison, on va identifier les critères. Donc on a vu effectivement la lutte contre la délinquance de masse et le cambriolage, l'identification des personnes décédées. Mais la police technique et scientifique, ça sert aussi à lutter contre la grande délinquance et la bande organisée. Là, c'est très simple, effectivement. Pour la spécialité, ça va intéresser les physiciens et les matheux, c'est tout simplement par des rapprochements balistiques. Là, je vous ai représenté effectivement en première attention. Vous arrivez sur une scène d'investigation de crime où il y a des armes à feu qui ont été impliquées. Ça peut être intéressant d'essayer de déterminer où était le tireur, les trajectoires balistiques, pour pouvoir faire une reconstitution fidèle de l'action et l'expliquer au magistrat un peu plus tard. Donc ça peut être intéressant de maîtriser les processus balistiques. Donc ça peut être intéressant notamment pour les physiciens et les matheux. Je vous ai marqué l'identification de l'arme incriminée, donc ça c'est intéressant que vous sachiez aussi. C'est que chaque arme en fait laisse une signature. Vous prenez le même modèle d'arme, elle va percuter. Les deux modèles d'armes en fait, vont percuter de manière différente les cartouches. C'est de la mécanique en fait, c'est ça. Vous prenez vraiment les deux modèles. Grâce à des techniques de microscopie, on est capable effectivement de voir si c'est vraiment cette arme-là qui a tiré ou pas sur une scène d'investigation. Là, cette fois-ci, c'est pour les, on va dire entre guillemets, pour les informaticiens, les geeks. Donc, tout ce qui est police technique et scientifique, ça peut intéresser aussi. Tout ce qui est extraction de données, à partir de PC portable, à partir de téléphone. Donc, ça va être intéressant de lutter par exemple contre la pornographie. Quand on a un perquisition, il y a une personne qui est suspecte effectivement de détenir des images compromettantes, un petit peu compliquées. Et ben, cette personne ne veut pas nous donner ses mots de passe. Ben voilà, nous avons des experts scientifiques au niveau du code cybernétique qui nous permet effectivement de contourner ces mots de passe et d'extraire les données qui nous intéressent. Donc là, vous avez un technicien qui, par ablation laser, est en train de récupérer les composants qui nous intéressent sans détériorer les informations. Le contient. Alors, je ne sais pas si c'est une puce ou un téléphone, je ne sais pas ce que c'est, j'arrive pas à le voir. Mais voilà, sachez qu'effectivement, ça peut intéresser tous les informaticiens, mais également les ingénieurs en chimie et matériaux. La délinquance de masse aussi, ça passe notamment par la recherche. Je vais donner l'exemple pour ceux qui sont venus voir au stand. La recherche de produits chimiques. Vous avez tous entendu parler de l'incendie du glyphosate. J'ai bien donné cet exemple parce qu'il est très marquant. Ben là, c'est pareil, la police technique et scientifique peut essayer de voir s'il y a eu des produits accélérants pour pouvoir créer un incendie. Donc, qui dit produits accélérants est effectivement probablement de nature criminelle. On va partir sur cette hypothèse-là. Donc tout simplement, ça passe par la recherche de molécules organiques, de molécules minérales, tout simplement par la recherche effectivement en spectrophotométrie de masse, principalement technologie qu'on utilise au sein de l'université. Et là, ça peut être très simple. La but, c'est quoi? C'est d'identifier certains produits qui seraient retrouvés sur une scène d'investigation. Département, alors, cette fois-ci, ça va. Donc là, ça intéresse principalement les chimistes. Maintenant, plutôt intéresser ça avec un département au niveau de l'université, un département micro-analyse qui va intéresser les physiciens. Qu'est-ce que fait ce département? C'est simple, il va analyser tout ce qu'on voit. On ne connaît pas la nature de la poudre. Est-ce que c'est du sucre? Est-ce que c'est de la cocaïne? Une fibre de cheveux? Est-ce que c'est un cheveu humain? Est-ce que c'est tout simplement un poil d'animal? Donc, par des techniques effectivement de micro-analyse, on va essayer de rechercher quel type de traces correspond. Ça peut passer par des résidus de tir ou avoir l'analyse des sols. Donc là, effectivement, sur les images, vous avez un technicien qui est en train de tamponner un support textile à la recherche de résidus de poudre. Donc là, il a un tamponnoir, il va aller taper les zones où il espère retrouver des résidus de poudre, d'armes à feu. Et là, je vous ai mis un crâne, effectivement, ça peut être intéressant pour prélever la terre qui se trouve sur le crâne, et ça permet de faire une analyse des sols. Alors, l'analyse des sols, elle va dire, mais à quoi ça va servir? Ça peut être intéressant de savoir si le corps a été déplacé ou pas. En France, effectivement, la nature du sol peut être différente sur la région que vous avez. Vous partez au sud de la région parisienne dans la Beauce, vous allez plutôt avoir un sol qui est plutôt calcaire. Vous partez effectivement en Corrèze, vous allez plutôt trouver un sol qui est plutôt argileux, granitique. Donc là, par des méthodes, là encore toujours de spectrophotométrie de masse, et même de technologie par diffraction magnétique, c'est pour essayer de déterminer les isotopes qu'on trouve dans la Terre et d'apporter des éléments complémentaires de se dire finalement ce corps a été enterré là, mais celui-ci a été déplacé puisqu'on retrouve deux types de terre. Voilà, c'est des exemples concrets. Ça vous permet d'un peu de comprendre, et d'identifier le type de résidu et enfin l'origine de la.
La police technique et scientifique, elle intervient également aussi pour détecter les escroqueries et les faux documents. Donc, par des techniques effectivement de comparaison d'écriture, de détection d'escroqueries par classification, on peut effectivement apporter des éléments de réponse aux enquêteurs pour leur montrer effectivement si tel ou tel document est faux, si tel document manuscrit a été écrit par telle personne ou pas. Effectivement, quelque chose qui est à la mode aussi maintenant, alors malheureusement, c'est effectivement tout ce qui est pollution industrielle. Gardez à l'esprit qu'il y a beaucoup d'industriels malheureusement, pour éviter de payer des charges de recyclage, vont déverser leurs déchets liquides de métaux lourds dans l'environnement. Donc là encore, nous avons des experts, donc cette fois-ci, je vais illustrer en image. Vous avez le département Simon Image Parole, qui à l'aide d'un gyroradar est en train de détecter si effectivement il y a de la matière polluante qui est enfouie sous le sol. Vous voyez, au niveau de la maintenance organisée, on peut effectivement apporter des réponses aux atteintes dans l'environnement, aux atteintes économiques, aux atteintes criminelles. Et donc tout cela, et donc tout cela, en fait, l'ensemble des questions que les enquêteurs nous posent et les réponses qu'on leur apporte nous permettent effectivement d'orienter les enquêtes de police judiciaire, de leur apporter des réponses pour que l'enquête ensuite se déroule. Je vous présente une petite vidéo. Alors malheureusement, le fichier est en PDF, je suis obligé de faire la manip. Et donc cette vidéo est intéressante pour vous dans le cadre du FNAEG, souvenez-vous. Vous allez bien comprendre l'importance d'avoir un fichier national automatisé des empreintes génétiques pour pouvoir identifier cette fois-ci des personnes qui ont commis des méfaits 25 ans avant. Alors par contre, pas beaucoup de bruit parce que j'ai pas d'enceinte. Cette histoire, donc résolue plus de 20 ans après les faits, dénouant un violeur présumé, identifié grâce à un papier bonbon. C'est un prélèvement d'ADN effectué après un cambriolage dans une menuiserie de la Vienne qui a tout relancé. Le suspect a reconnu les faits, la victime se dit soulagée, mais aussi en grande souffrance, Anne-Sophie Chaplet. Une nuit d'octobre 1998, une automobiliste âgée de 21 ans est sur une route de la Vienne lorsque le visage dissimulé sous une cagoule, un homme surgit, viole la jeune femme dans sa voiture et prend la fuite. Pendant plus de 20 ans, l'affaire reste non élucidée. Mais cet été, à la suite d'un cambriolage, les enquêteurs relèvent plusieurs indices dans une menuiserie du département, dont un emballage de bonbons. Les résultats d'une analyse ont montré que les traces de la scène de viol en 1998 et les traces retrouvées sur l'emballage de bonbons en 2019 correspondaient à la même empreinte génétique. Cet ADN est celui d'un homme qui a aujourd'hui 67 ans et qui est le père de l'exploitant de la menuiserie cambriolée. Les gendarmes de la brigade de recherche ont fait un énorme travail en reprenant le dossier de viol et en s'apercevant qu'on trouvait la même personne comme ayant déjà été entendue en 98 comme témoin parce que c'était le voisin de la victime. Face aux gendarmes, l'homme a reconnu les faits. La victime, elle, s'est dite soulagée et heureuse de ce dénouement, même si elle explique être encore en grande souffrance. Ok, je vais synthétiser l'histoire parce que c'est peut-être pas forcément évident pour tout le monde. Vous avez une jeune femme qui a été malheureusement violée par un homme sur le bord de la route. Les experts, en tout cas tout ce qui est acte de médecine légale, ont permis de déterminer un profil génétique, puisque la personne a essayé de passer. Mais ce profil génétique, en fait, si on n'a pas d'identité associée dans le corps, il se trouve que 25 ans après, il y a un monsieur qui a appelé la gendarmerie parce qu'il a été cambriolé. Et sur cette scène d'investigation, en fait, il retrouve un papier de bonbon. Il se trouve que le papier de bonbon qui a été laissé sur place est le papier de bonbon que la personne a utilisé, et cette personne-là est la même personne qui a violé la jeune fille il y a 25 ans. Est-ce que vous captez un peu la puissance que peut avoir un fichier pour pouvoir effectivement résoudre des affaires qui seraient anciennes? Donc là, en fait, globalement, la personne, elle s'est fait cambrioler, et cette même personne-là, il y a 20 ans, elle avait violé une fille. Pas de pour lui, elle a laissé un papier de bonbon. Donc les enquêteurs pensaient que c'était un papier de bonbon des cambrioleurs, mais non, c'était le papier de bonbon du propriétaire du magasin. Et ce propriétaire de magasin-là, malheureusement, il avait violé une jeune fille il y a 25 ans. Et bien là, bingo, vous avez concordance entre le prélèvement génétique fait il y a 25 ans et le papier de bonbon. Alors, monsieur, expliquez-vous pourquoi est-ce qu'on va retrouver votre ADN génétique sur le corps de la victime. Vous voyez un peu la puissance du fichier qui nous permet effectivement parfois de résoudre, parfois, des enquêtes criminelles, les cold cases, on appelle ça des cold cases, qui peuvent dater parfois de plus d'25 ans. Il me reste 4 minutes. 4 minutes, c'est la course. Mais très rapidement.
Ça sera le d'avant. Celle-là? Ouais, c'est celle-ci, tout à fait. Donc on a pu effectivement voir l'ensemble, à quoi sert l'ensemble des domaines scientifiques au sein de la police technique et scientifique. Maintenant, en termes de métier, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez la police technique et scientifique de proximité. Donc là, c'est accessible au niveau bac, c'est-à-dire que vous arrivez à votre bac en interne, on vous forme sur quoi? Sur comment faire des actes de police technique simples. Et là, c'est ce qu'on appelle les techniciens d'identification criminelle de proximité. On va apprendre à comment faire un GLDE. Le GLDE, qu'est-ce que c'est? C'est de pouvoir, effectivement, lorsque vous arrivez le premier sur une scène de crime, sécuriser la scène, pas d'avoir d'éléments qui risqueraient d'altérer la scène de crime. On vous apprend à faire le GLDE, on vous apprend à faire des prélèvements d'ADN, les traces papillaires, mais également aussi la photographie. Mais également aussi des affaires, c'est ce qui a concerné les affaires les moins sensibles, les cambriolages, les dégradations, les incidents exactement représentés au niveau des photographies. Et c'est ce qui concerne aussi notre première intervention criminalistique. En gendarmerie, on intervient selon la gravité des événements. Deuxième diapo. Là, cette fois-ci, on va passer sur un niveau plus complexe. Là, effectivement, on va appliquer des actes de police technique et scientifiques complexes, réalisés par les TIC, les techniciens d'identification criminelle. Avant, c'était les techniciens d'identification criminelle de proximité. Là, une fois de plus, ça accessible sur bac. Vous êtes formé en interne sur un stage de 6 mois, 9 mois, il me semble. Et là, cette fois-ci, on vous apprend à faire des contestations sur des morts suspectes, détecter effectivement des traces par procédé physico-chimique, assister les médecins des instituts médico-légaux lors des autopsies, et enfin de donner un avis éclairé sur les scènes d'investigation. Donc là, pour que vous compreniez bien, le TIC vient vraiment sur des scènes un peu plus poussées, un peu plus criminelles, où il y a vraiment des victimes humaines qui sont tombées. Et donc là, c'est ce qu'on appelle le deuxième niveau département, enfin le deuxième niveau d'intervention, et c'est ce qui se situe au niveau du département. Nous avons en France 100 départements, et nous avons un laboratoire de gendarmerie à chaque département. Bien effectivement, ensuite le DRCGN, où là, il n'y a un seul laboratoire de service central au niveau pluridisciplinaire scientifique. Sur ce laboratoire qui est basé à Pontoise, on va traiter toutes les affaires les plus sensibles et les plus médiatiques. On a à peu près 260 scientifiques et militaires, des doctorants, des techniciens, des ingénieurs. Je suis désolé de la faire très vite, c'est encore des questions, je vous invite à les rejoindre. Et donc là, cette fois-ci, en plus des expertises de laboratoire, on a également des personnels qui sont qualifiés pour pouvoir se projeter sur toutes les scènes d'investigation qu'on peut retrouver dans le monde entier. L'année dernière, exemple du Liban, une explosion de semble une trentaine de morts. Nous avons des équipes qui sont parties au Liban pour prêter main forte au gouvernement de Beyrouth pour identifier les victimes. Et donc là, c'est ce qu'on appelle l'échelon national de troisième niveau d'intervention, qui nous permet effectivement de porter assistance aux unités de terrain. Donc c'est ce que je vous ai marqué ici. Appui soutien pour la gestion de ces complexes à risque nucléaire, radiologique, bactériologique ou chimique. Nous avons des personnes qui sont formées pour pouvoir intervenir sur ce type de terrain. La première mission, bien évidemment, c'est de faire des expertises au profil des locataires et des magistrats, c'est de leur apporter des réponses. Ils nous envoient un film, faites l'analyse, donnez-moi la réponse. Ça, c'est parti. On forme également nos personnels éthiques, souvenez-vous, les techniciens d'identification criminelle. On a également un centre de formation et également un centre de recherche et développement pour pouvoir assurer une veille économique. Pour bien comprendre, en termes de conclusion synthèse, c'est que la police technique et scientifique permet l'exploitation scientifique des indices présents sur une scène d'investigation et pouvoir identifier aussi des victimes. Elle seule ne permet pas de résoudre une enquête. Gardez bien ça à l'esprit. Ce qui permet effectivement de résoudre une enquête, bien évidemment, c'est de la chance, il faut avoir de la chance et il faut le reconnaître. Mais c'est évidemment d'associer l'ensemble des éléments scientifiques qu'on retrouve sur le terrain, mais également les techniques d'enquête classiques. Donc pour ceux qui veulent s'intégrer au niveau de la police judiciaire ou OG scientifique, eh bien, il y a tout ce qui est enquête de voisinage, les témoignages, les auditions, les saisines et les perquisitions. C'est l'ensemble de ces techniques d'enquête, plus de techniques de police technique et scientifique, qui permettent d'aller appréhender un auteur, d'identifier une victime. Voilà. L'avenir de la police technique et scientifique, garde à l'esprit, c'est l'intelligence artificielle. Donc ça, très rapidement, ça nous permet de gagner en efficacité. Un exemple très concret, développer un logiciel qui nous permet de trier des images pornographiques. Ça gagne du temps, ça gagne du confort aussi, parce que pour les personnels qui analysent ce type d'image, c'est jamais évident. Par un exemple concret, vous voyez effectivement comment ce que l'intelligence artificielle pourra nous aider un peu plus tard. L'Internet des objets connectés. Maintenant, en criminalistique, il n'y a pas que les traces de sang, les traces d'urine, il y a aussi maintenant des objets connectés sur les scènes.
Vous avez tous une montre, une Apple Watch. Vous avez maintenant des portails qui sont connectés, des caméras qui sont connectées. Et l'ensemble des objets qu'on a connectés, qu'on retrouve sur une scène d'investigation, peuvent être exploités. L'auteur d'une infraction qui porterait la Apple Watch sur lui peut laisser des traces aussi, sur sa géolocalisation, etc. etc. Et enfin, l'empreinte olfactive, ça j'en parle pas beaucoup puisque ce n'est pas mon domaine de spécialité. Mais sachez qu'effectivement, il y a un concept au même titre qu'empreinte génétique, empreinte digitale, l'empreinte olfactive. Maintenant, même votre odeur, on peut essayer effectivement de la capter pour pouvoir faire des rapprochements. Une dernière vidéo de clip, après c'est terminé, pour vous présenter un petit peu en image l'IRCGN et ensuite, et 11h30 après. Et si vous avez des questions, je vous invite à me rejoindre juste en bas. Je vous remercie pour votre qualité d'écoute, pour votre participation. J'espère que ça a été clair. J'espère que cette présentation vous a permis d'apporter quelques éléments de culture générale, une meilleure compréhension de ce qu'on peut faire pour poser des questions scientifiques. Voilà, bonne journée.